Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo que j'ai nommé les best picks. Les best picks c'est quoi? C'est les meilleurs picks, voilà tout simplement. C'est une vidéo de guide pour les drafts et paquets scellés, plus précisément. Alors l'extension, le retour d'Ursula est sorti quand même depuis un petit moment déjà, mais il y a toujours des gens qui font des paquets scellés et des drafts de temps en temps. Voilà, dans leur boutique spécialisée. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo même maintenant. Je pense que pour le 7.5, j'en ferai une, si je peux, avant la sortie, en tout cas le jour de la sortie, ou la veille de la sortie de l'extension, donc du coup, je verrai un petit peu, voilà, comment je peux goupiller tout ça. Mais pour cette vidéo, je vais vous présenter qu'est-ce qui il faut prendre. Alors dans un draft et un paquet scellé, c'est deux modes de jeu différents. Bon, le draft, vous avez 4 boosters et vous allez ouvrir le premier paquet, vous allez sélectionner une carte, donc on appelle ça un pick. Dans le paquet scellé, c'est un peu moins le cas, on va dire, on va pas parler de pick, même si vous sélectionnez quand même vos cartes pour faire le deck. Là, le draft, c'est quand même, voilà, c'est un terme très utilisé. Donc du coup, vous faites ça, vous prenez votre carte et ensuite vous le passez à votre voisin de gauche, et ensuite, quand vous ouvrez votre deuxième booster, eh bien vous allez passer à votre collègue de droite, et après vous réchangez, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme carte dans cette extension? Je vais vous montrer ça. À savoir qu'il y a 3 choses très importantes dans un draft et dans un paquet scellé. Il faut avoir certaines cartes qui font gagner la partie. La première, c'est les cartes qui vous font piocher. La deuxième, ça va être les cartes qui permettent de gérer les personnages adverses, et donc du coup de gérer également peut-être le lore de votre adversaire. Et le troisième, ça va être du coup le lore. Voilà, c'est une course au lore, l'Orcana. C'est au premier qui arrive à 20 qui gagne la partie, donc il faut faire très vite, et si vous pouvez faire plus vite que votre adversaire, eh bien c'est tant mieux. Alors la vidéo va être découpée en 2 morceaux, c'est-à-dire là je vais vous montrer pour chaque catégorie, du coup, pour la pioche, pour le contrôle et pour le lore, quelles sont les meilleures cartes à pick, en fait, à retenir dans vos boosters. Et ensuite on fera une simulation. Je vais ouvrir des boosters pour le draft, et je vais ouvrir des boosters pour le paquet scellé, et vous montrer comment faire pour monter votre deck, quelles cartes sélectionner, etc. Voilà. On commence tout de suite par je vais appeler ça le best draw, voilà, les meilleures cartes qui font piocher dans cette extension. Et en première position, on a le fameux Diablo, ça de toute façon c'est une carte, voilà, si votre adversaire il le gère pas, déjà c'est une insaisissable, donc ça va être très dur à gérer. Et de 2, ça fait piocher à tous les tours, donc voilà, c'est pas mal, c'est très fort. Ensuite, on a le médaillon lesté qui vous permet de payer 2 pour augmenter la force de vos personnages, et lorsqu'ils défient un autre personnage, eh bien vous allez piocher une carte. Ça c'est très fort. La sphère d'endurance pour 1, ça fait piocher 1, voilà, ça fait penser à la glace à l'eau, Pop Cycle. Vous avez aussi l'invocateur d'encre caché qui vous permet de piocher. Vous avez la Raya qui permet de, quand vous bannissez un personnage, et bien, via un défi avec elle, et bien vous allez piocher une carte. Ça c'est très fort. Ensuite vous avez la Dolores Madrigal que j'ai mis en 6ème position. C'est un personnage qui dit que si votre adversaire il a un personnage blessé, et bien vous allez piocher une carte. Ça l'aura 2 en plus, donc c'est assez fort. Vous avez ensuite en 7ème position la Roulietta Madrigal qui soigne et qui fait piocher. Ça nous rappelle un petit peu la réponse. Ensuite on a la ruse d'Ursula en 8ème position qui permet soit de défausser, soit de piocher. Et ça c'est assez polyvalent du coup. Pour 1, peut-être que votre adversaire, voilà, tour 1, il va se dire bon, je me défausse, tant pis, j'ai pas besoin de ça, ok. Mais dans ce cas-là, vous gagnez quelque chose, quoi. Vous avez de la value, ça devient une carte un peu contrôle, du coup. Mais sinon, c'est un piocheur pour 1, c'est très bien. On est une famille ensuite avec voilà, la possibilité de regarder les 5 cartes du dessus de votre deck, et du coup de prendre 2 personnages dedans. Ça c'est très bien, vu que dans les drafts et paquets scellés, on opte plus
sur avoir beaucoup de personnages que d'avoir des objets ou des cartes d'action. Donc ça risque de bien marcher, ça permet d'aller chercher quelque chose assez loin, donc c'est très très bien. Et enfin, on a le balai magique qui vous permet du coup de le bannir si vous jouez un personnage, et puis voilà, si vous le faites, eh bien vous piochez une carte. Ça fait penser quand même pas mal aux adeptes de Chernabog, mais pour moi, c'est quand même, enfin, les balais sont moins forts que les adeptes de Chernabog pour moi, donc bon, voilà. Ensuite, on va regarder les meilleures cartes pour le contrôle. Comment gérer les personnages adverses? Eh bien, il y en a un paquet. Voilà, il y a la fameuse Mulan qui permet quand même d'infliger potentiellement 5 de blessures à 2 autres personnages, donc autant vous dire que ça va faire le ménage, mais grandement. Après, malus, voilà, il va falloir trouver une petite Mulan dans vos boosters, donc du coup ça va être un peu compliqué, mais c'est pas impossible, c'est une commune, donc vous allez forcément la voir passer à un moment ou à un autre. Ensuite on a On ne parle pas de Bruno, enfin ne parlons pas de Bruno plus précisément. C'est plutôt une bonne carte, hein, une chanson qui peut être chantée, du coup vous n'allez pas payer d'encre, c'est plutôt cool. On a Un roi incontesté que j'ai mis en 3ème position, c'est une très main bis, hein, voilà, c'est une chanson pour moins cher, très bien. On a le Flotsam, pardon, qui nous permet de le renvoyer dans notre main lorsqu'il a été banni via un défi. Et ça c'est très très intéressant parce que c'est une 4-2 pour 3. Voilà, le tour 4 vous allez taper, même si elle est bannie, eh bien vous allez pouvoir la rejouer tout de suite. C'est une formidable carte de gestion, celle-là. Je devrais même peut-être la mettre peut-être en 2ème position, cette carte-là, parce que c'est assez fort, hein, cette capacité-là de pouvoir taper, mais pouvoir te rejouer. C'est très très fort, c'est un phénix, quoi, hein, c'est très très fort. Ensuite on a Hercule qui ressemble beaucoup à Maui. On a également Kriki qui est pas si fort que ça, mais qui lore beaucoup et en plus donne 3 de force à tous vos autres personnages, donc il y a moyen de rasboard en face, en fait, ça peut vous sauver, hein, donc c'est une très bonne carte de gestion. Vous avez Belle, Mystique Accompli, qui permet de retirer 3 de dommages d'un des personnages que vous possédez, ou même un personnage adverse, et vous le mettez sur un autre personnage adverse de votre choix. C'est une gestion déguisée, hein. C'est voilà, vous prenez, voilà, s'il n'y a pas de dommages, ça va pas trop marcher. S'il y a un personnage qui a des dommages, et bien là c'est banco, c'est bingo, j'ai envie de dire. Ensuite on a Jasmine qui ne détruit pas, qui ne bannit pas de personnages, mais qui bannit une carte dans la main de vos adversaires. Et ça, c'est de la défausse, c'est de la gestion, c'est du contrôle. Donc c'est très très bien, on prend. Raya, ensuite, on a quand même, comme je disais juste avant, c'est un ton, hein, donc voilà, ça va forcément taper très fort. Ça tape à 5, c'est une 5-6 qui a résistance plus 2, donc elle va tamponner, et ça va vous permettre de nettoyer le board quand même assez facilement. Et enfin, on a la carte bagarre qui permet de gérer un personnage qui a 2 de force ou moins. Ensuite, on va regarder les meilleures cartes pour moi qui lore le plus, donc du coup cette course au lore qui va vous permettre de gagner la partie, eh bien vous allez l'obtenir avec ces cartes-là. Nous avons en première position la Isabella Madrigal, et oui, insaisissable, et ça lore à 4. À 4, c'est Mickey brave petit tailleur, les mecs. Ouais, c'est une carte légendaire à la base. Bon, c'est une carte qui va être très difficile à gérer pour votre adversaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a Pégase, encore une insaisissable. De toute façon, vous allez vite le remarquer, les 5 premières cartes de la ligne, là du dessus, c'est des insaisissables. Pourquoi? Parce que les insaisissables, c'est typiquement ce qu'il faut prendre dans tous vos boosters. Voilà, si vous faites un paquet scellé, tout est à vous, donc c'est très bien. Donc prenez toutes les insaisissables parce que c'est des cartes qui vont être très difficilement gérables pour votre adversaire s'il n'a pas d'insaisissable. Encore plus si vous avez des Isabella Madrigal ou alors des Pégases qui lore quand même à 2 ou à 3 ou à plus, qui vont plier la game assez rapidement. Donc ensuite on a le petit Pégase parce que effectivement lui, c'est le premier personnage qu'on a dans l'Orcana, qui arrive tour 1, qui est insaisissable direct. On parle du Pascal vite fait. Pascal, il a plus insaisissable si vous avez pas de personnage sur le board. Donc c'est un peu embêtant, alors que lui l'a tout le temps. Donc du coup, voilà, c'est une très bonne carte. Le Diablo, encore une fois, ça vous fait
une insaisissable qui vous fait piocher tout le temps, donc c'est très très bien, si vous l'avez en draft c'est très très fort. Vous avez la Sisu qui est insaisissable également, qui leur a 1 comme le Diablo, ou le Pégase, le petit Pégase en tout cas. C'est pas très fort, mais mine de rien, vous avez quand même un anti-bet dans une insaisissable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bannir un personnage qui a 1 de force ou moins dans le camp de votre adversaire, donc ça c'est très très bien. Ensuite vous avez la Ariel en 6ème position, là on arrive sur les personnages qui n'ont pas insaisissable, mais qui l'or quand même beaucoup, et j'ai mis la Ariel en 6ème position parce que c'est une 3-8, 8 c'est énorme, c'est bon pour 6, ou Alter 4 si vous avez une autre Ariel dans vos boosters, c'est assez fort. C'est très difficilement gérable parce que 8, faut y aller, faut taper beaucoup de fois. Et donc du coup, votre personnage, il va rester au moins 2 tours minimum. Et ça vous permet de gagner quand même 4 de l'or, c'est pas négligeable dans une partie. Même chose avec Porciné, hein, c'est une légendaire qui l'or à 3. Hein, donc voilà, quand ça l'or à 3, ça fait mal. Voilà, faut vite gérer, voilà, vous voyez. Et comme vous le voyez, il a résistance plus 1. Et donc du coup, résistance plus 1, c'est pareil, ça va être dur à gérer, parce qu'il va absorber 1 de blessure à chaque fois. Voilà, le Diablo qui tape à 2, il tape maintenant à 1. Et voilà, il va falloir 5 tours pour dire de gérer un Porcinet avec une 2-2, en limité en tout cas. Vous avez ensuite la Ursula qui permet de lorer à 2, mais aussi à chaque fois d'aller regarder la main de votre adversaire et du coup de lui défausser une carte non personnage de votre choix. Donc ça va vous permettre de gérer un petit peu la main de votre adversaire s'il a des trucs un peu embêtants. Kriki, c'est un gros loreur, hein, il aura 3, donc forcément il faut le mettre dans le top 10. Et Ariel, c'est pareil. Alors là, la Ariel, par contre, elle a hors d'atteinte, et donc du coup, c'est très très bien, il va pas pouvoir vous la cibler. Et qui plus est, si vous avez plus d'objets que votre adversaire, ça leur a 5 cette fois-ci. Et 5, du coup, là, c'est très costaud. Ça devient assez rapide. Vous avez, votre adversaire n'a plus que 3 tours, on va dire, pour gérer votre Ariel. S'il la gère pas, c'est gagné, c'est gagné pour vous. Donc voilà les cartes que je vous ai sélectionnées pour ce fameux top des meilleures cartes pour l'oré, pour le contrôle et pour la pioche. Maintenant il ne me reste plus qu'à vous montrer en réel du coup qu'est-ce que ça donne en ouvrant des boosters, qu'est-ce qu'il faut sélectionner, etc. Du coup on se retrouve tout de suite. Et maintenant on se retrouve sur la table avec les boosters là juste ici pour essayer de simuler un petit peu un draft et un paquet scellé, de voir comment ça se passe, etc. Qu'est-ce qu'il faut prendre en direct, voilà, en très peu de temps, en essayant d'être le plus rapide possible, parce qu'on le rappelle, en magasin ou dans des événements en tout cas, vous n'avez pas non plus tout votre temps, on va dire, pour créer votre deck paquet scellé, ou pour admettons choisir votre pick, votre carte dans le draft, parce que vous devez le passer à votre voisin. Donc du coup on va voir un petit peu comment on fait tout ça. On vient de voir les cartes juste avant qui lorent un max, ou en tout cas qui sont insaisissables et donc du coup qui vont permettre de lorer un max. On a vu également les meilleures cartes pour piocher, et on a vu également les meilleures cartes anti-bet, c'est-à-dire les cartes qui vous permettent de péter les persos adverses et donc du coup de gérer, de faire un petit peu de contrôle dans le draft. Voilà. Alors sans plus tarder, on va commencer par les boosters pour le draft. Je vais mettre les boosters de scellés juste à côté, on les verra après. Et du coup pour commencer, voilà, on va prendre le premier booster, on va voir qu'est-ce que l'on prend sur celui-ci. Alors pour les rares, on les check. Alors ça c'est un truc à faire aussi, c'est que on check tout de suite les cartes rares et plus, parce que souvent c'est des bonnes cartes, mais c'est pas non plus toujours le cas. Il y a des cartes rares et plus qui ne servent à rien en draft et en paquet scellé. Donc Pepa Madrigal pour la première rare, et ensuite on a une deuxième rare avec un roi incontesté. Et oui, ça c'est ma première, du coup ma première carte, un roi incontesté que j'ouvre pour cette extension, et j'en suis fort content. Donc qu'est-ce qu'on a juste derrière? On a une carte commune, et c'est le décret de Triton. Donc on met cette carte là, on va mettre la petite foil juste
bon on va la mettre là. Le jeton on le met de côté. Alors là, dans ce qu'on voit ici, sur le premier booster, quelle est la carte qu'il faut pick dans ce booster? On a plusieurs choses. Déjà, on a la carte rare, un roi incontesté. Honnêtement, c'est un anti-bet, l'un des meilleurs anti-bet de l'extension. Donc, bien évidemment, on a tendance à se river dessus directement. Cette carte-là, je suis pas fan. Je suis pas un très grand fan. Est-ce qu'on a des personnages insaisissables? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage qui lore énormément? On a la Dolores. On n'oublie pas les 3 points importants dans un draft paquet scellé, c'est la pioche, le lore et aussi les anti-bêtes. Celle-ci, elle a rempli deux cases. On a également concocté la potion qui est également un anti-bête comme un roi incontesté, sauf qu'un roi incontesté, forcément, il est largement meilleur. Ici, une Ursula Méloman 4, on s'en fiche un peu, et par contre, il y a la sphère d'endurance qui te permet pour un de piocher une carte et ensuite de payer un plus tard et de choisir un personnage qui gagne rempart jusqu'au début de ton prochain tour. Donc du coup ça va te permettre de tempo un petit peu si tu veux garder tes gros loreurs. On a également le décret de Triton qui est également un anti-bet, donc on inflige 2 de dommages à un de ces personnages, sauf que c'est lui qui choisit. Même chose, hein, on est un peu dans le même esprit que un roi incontesté. Moi, je sais que mon choix se porterait directement sur un roi incontesté parce que c'est quand même la carte qui est le plus fort dans le paquet, quoi. Hein. C'est l'anti-bet par excellence, donc on le prend bien évidemment. Donc maintenant qu'on a un anti-bet, qu'est-ce qu'on va aller chercher? De préférence des cartes qui lore un max et on verra après. De toute façon, ce que le booster nous propose. Donc on a la Ursula et on a une super rare avec Raya. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Eh bien on aura une commune avec le Pico des Gaillots, hein, comme on dit. Alors encore une fois, est-ce que l'on a dans ce booster une carte insaisissable? Et malheureusement, on n'en a pas. On n'a pas de chance sur le coup. On a pour les gros loreurs Jack, Pat et Ursula qui lore tous les 3 à 2. Le Jack, lui, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. On n'aime pas trop l'idée, même si ça permet quand même de jouer comme un anti-bet où on va sélectionner bah voilà son petit personnage qui est chiant, qui lore beaucoup, mais qui du coup a par exemple une insaisissable, admettons, qu'on n'arrive pas à avoir. On lui donne combattant et on s'arrange à la rigueur avec un chien de peau, on part à l'aventure avec celui-ci et avec aucun autre personnage, et donc du coup voilà, il va être obligé de taper sur lui et donc du coup on va éliminer son insaisissable ou son autre perso. Donc plutôt cool, c'est assez intéressant, c'est quand même un anti-bet et un gros loreur, et en plus il a l'avantage de tanker quand même pas mal, c'est une 1-4, il va pas faire mal à vos adversaires, aux personnages de vos adversaires, mais il a tout de même le mérite de tanker un petit peu, et ça c'est plutôt cool. Dans le même esprit on a Pat qui coûte 1 de plus et qui a 1 de volonté en plus. Là pour le coup on va préférer largement le Jack. C'est évident parce qu'il a une capacité supplémentaire. Et enfin, la Ursula, à part si vous arrivez à avoir une Ursula, une petite Ursula, que l'on avait eu d'ailleurs sur le booster précédent, c'est intéressant, mais c'est pas non plus foufou. Malgré tout, elle a une capacité qui dit qu'à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous choisissez un adversaire qui révèle sa main et qui défausse une carte de votre choix, non personnage. Et c'est là où il y a un gros hic, c'est que c'est non personnage. Et souvent, à l'Orcana, on va préférer... et souvent, dans le draft et paquet scellé de l'Orcana, on a en majorité des personnages, quoi. Donc, et souvent des personnages insaisissables dont on aurait bien voulu se défaire, mais malheureusement, ce personnage voilà, impose des chansons ou des objets, bah, voilà, ou des cartes actions tout simplement. Donc c'est pas foufou.
Après, dans le reste du booster, je vois pas trop d'autres choses intéressantes. Ici, le pouvoir en perdition, choisissez un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. C'est bien, ça peut être considéré comme un anti-bet également. C'est intéressant, mais voilà, vous faites perdre juste un petit peu de temps à votre adversaire. Dans cette optique-là, ça peut être assez intéressant, faire perdre du temps à votre adversaire, ça c'est cool, mais ça va pas non plus vous retirer de grosses menaces, quoi, parce que votre adversaire juste après il va le rejouer. Souvent en plus les personnages ils arrivent avec une capacité qui s'active, comme Jack par exemple, lorsque l'on joue ce personnage, donc du coup vous allez avantager votre adversaire, donc c'est pas fou. Donc moi mon choix là, pour le coup, il se porterait soit sur la Ursula, soit sur le Jack. Honnêtement, je préfère le Jack. Voilà, je sais que c'est peut-être un peu fou, mais honnêtement, c'est pas déconnant parce que c'est ancrable déjà, ça vaut 3, donc c'est moins cher que la Ursula. Ça l'aura 2, ça tank bien, et ça a une capacité qui dit que voilà, ton adversaire il va avoir combattant. Donc potentiellement, si t'as, admettons, une Hercule, une 3-3 sur le board déjà, et que tu mets ce truc là et que lui bah tu lui dis bah au prochain tour va falloir se plafonner dedans, c'est intéressant, c'est un anti-bet et c'est en même temps un gros horreur. Donc moi je prends le Jack. Malheureusement on n'a pas beaucoup de chance parce qu'on n'a pas encore eu de carte insaisissable. On va avoir Nessus qui est assez costaud avec Raja juste derrière, et on va avoir une super rare avec Raya. Ça commence à être un petit peu intéressant, ça coûte cher, certes. Ça coûte très cher, mais c'est assez costaud. Et ensuite, on a la Roulietta Madrigal, qui est une bonne carte pour piocher. Alors, dans ce booster, qu'est-ce qu'on peut retenir de plus intéressant? On a la bête ici. Ensuite, on a le Donald. Ensuite, on a un ton, voilà, on appelle ça comme ça, hein, c'est une 7-5 pour 6 qui l'aura 2. Ça, c'est assez costaud. Vous jouez un truc comme ça, je pense que votre adversaire, il est pas très bien. On a Raja également pour 4, c'est une 3-4 qui l'aura 2. Et ça, c'est plutôt des bonnes stats. On a également la Roulietta Madrigal qui permet de piocher, permet de retirer aussi 2 jetons de dommages. Donc, c'est une petite réponse, on va dire, la réponse guérit les blessures, c'est exactement pareil. Donc très intéressant aussi pour le coup. Et on a la Raya qui a offensif plus 2, résistance plus 2, et chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, durant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Donc là, on a une 3-6 pour 7 qui l'aura 2, qui est très costaud, donc c'est une carte excellente. Le seul problème c'est que ça vaut 7, donc c'est un peu difficile à jouer, quoi. Je pense qu'on peut retirer aussi la Roulietta Madrigal parce que on n'a pas tout le temps des personnages blessés. Le Raja, c'est peut-être le moins fort parmi les deux. Et là, ça se joue entre ces deux cartes-là. Moi, je prendrais à la rigueur... Allez, la Raya. Je sais que c'est peut-être mieux de prendre le Nessus, mais moi, je vais prendre la Raya parce que on sait jamais si on a 7 de l'or. Si on a 7 d'encre, ben du coup on va pouvoir la jouer et faire très très mal à son adversaire. Mais voilà, au pire c'est une carte ancrable. Voilà. Après ça va dépendre des games que vous faites, etc. quoi, de ce que vous aurez en face. Donc c'est très particulier. On aura la plaque de vision qui est assez intéressante. On aura Li Shang et on aura la Sisu juste après en rare, pardon. Et on a une autre rare avec les muses. Muse assez intéressante, et on a une commune avec Bagarre. Donc là on a dans ce dernier booster, allez, 2-3 cartes qui sont intéressantes ou 4 cartes qui sont intéressantes maximum, et dans ces 4 cartes là on a un anti-bet ici. Choisissez un personnage avec 2 de force ou moins, pardon, et bannissez-le. C'est la carte qu'on va retirer très facilement. Ensuite, on a le Li Shang qui est une 5 pour 5 qui l'aura 2, donc c'est costaud, ça arrive tôt dans la partie et ça lore beaucoup, et ça va être assez intéressant pour péter les personnages en face. Et par contre, on a la Sisu qui arrive tour 3, une 1-4 qui va avoir plus 1 en force pour chaque carte dans la main de votre adversaire ou de vos adversaires. Donc si vous jouez en multi, là ça risque d'être quand même un ton, hein, quand même, un truc qui va péter tout ce que vous voulez. Et ça l'aura 2. Donc
je pense que c'est assez intéressant de jouer la Sisu pour le coup parce que ça va lorer, ça va taper fort et ça arrive très tôt dans la partie. Donc c'est cette carte qu'il faut prendre dans le booster. Donc voici les 4 cartes que je retiens dans ces 4 boosters. Alors bien entendu, le booster va tourner, donc du coup vous allez avoir d'autres cartes dans les autres boosters. Donc, mais dans les boosters que moi j'ai acheté, en tout cas, j'avais ces cartes-là qui étaient le plus intéressant. On a de quoi lorer un max, on lore quand même à 2 à chaque fois et on a un très bon anti-bet et également ici avec par contre de la pioche supplémentaire. Donc on a fait quand même des bons pics. Ça va. Donc maintenant qu'on a vu le draft, comment ça se passait au niveau des pics, on va voir maintenant le paquet scellé. Et là, c'est pas la même chose du tout, car désormais, on va ouvrir tous nos boosters et on va avoir l'intégralité des cartes qu'il y a là-dedans. Toutes ces cartes que l'on aura dans ces boosters vont être dans notre réserve et donc du coup va nous permettre de créer le deck avec. Il faut faire vite parce que vous avez peut-être 30 minutes pour construire votre deck. Donc il faut fonctionner par étapes. Et donc il y a 3 étapes à respecter pour moi. La première, ça va être de vérifier dans chaque booster tout de suite les cartes rares et supérieures pour voir s'il n'y a pas des bangers, on va dire, des cartes qui sont très très fortes. Deuxième étape, ça va être de mettre tous les personnages qui ont insaisissable, rempart et charge de côté. Ça va vous permettre de les retrouver ici et donc du coup de les ajouter à votre deck directement après que vous avez ouvert tous vos boosters parce que ce sont des cartes qui sont très fortes, c'est des capacités comme voilà, insaisissable, c'est ce qu'on recherche le plus. Voilà. Si vous avez full insaisissable dans vos boosters, eh bien allez-y, voilà, vous allez gagner la partie, ça c'est sûr et certain parce que votre adversaire s'il en a pas, eh bien il ne pourra jamais vous arrêter dans votre course au lore et ça c'est très très intéressant. Et la troisième étape, ça va être de faire une pile de personnages, une pile de cartes actions et de cartes objets et une pile de cartes de lieux. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous passez au booster suivant. Alors on va tout de suite faire le test, on va mettre les boosters de côté et on espère également avoir peut-être une petite enchantée. Et si vous avez une enchantée, vous la jouez, d'accord, vous la prenez, vous la mettez dans votre deck et vous jouez. C'est fait pour ça. Alors, on a bagarre, on a insaisissable. Ah, vous voyez, ça c'est bien. Ça, on a une insaisissable, ça c'est plutôt cool. Et plutôt costaud d'ailleurs. Donc, on va checker tout de suite la carte rare et la carte peut-être supérieure. Donc, du coup, on a Mirabelle Madrigal, on a également Ariel Collectionneuse et on a une commune juste derrière. On n'a pas des folies, mais c'est quand même assez intéressant. On a quand même une Ariel qui lore à 3. Et une Mirabelle qui l'aura 2, pardon, j'allais dire qu'il aura 5, non, qui coûte 5. 5 et 6 du coup pour ces 2 cartes. Je laisse la Ariel de côté parce que c'est quand même une carte assez intéressante. Donc ensuite on fait quand même le tri au niveau des personnages insaisissables. On regarde également si on a des personnages qui ont rempart et je crois que j'en ai pas vu du tout. Non, on n'en a pas vu. Par contre, on a un personnage avec la charge, donc ça c'est bien. Et c'est tout, donc on passe à la troisième étape et on va mettre une pile lieu, une pile carte action et objet, et on va mettre une pile personnage, comme ça on va faire déjà un petit tri. On gagne énormément de temps, donc du coup on a Avalanche, on va avoir un Bruno Madrigal, donc pour le coup on va peut-être pouvoir faire notre deck Madrigal, vous voyez. On va voir. Et on a une légendaire 179 et ça va être le Donald, le petit Donald. Alors est-ce que cette carte est intéressante? On va voir ça juste après. On a une super rare foil et ça va être le bébé Noy. Pas mal en foil, hein, je sais pas. Alors on met le paquet de cartes de côté. Là pour les cartes rares et plus, on a une insaisissable 3-3 qui l'aura 1. Malheureusement ça l'aura 1. En tout cas c'est quand même une insaisissable donc on la met dans le paquet insaisissable. C'est quand même assez intéressant. Ça c'est très très fort, ça va vous permettre de lorer éventuellement. On le met dans le coin des bangers. On va la ranger dans la pile de personnages. On met le lieu, l'objet, le storyboard. On met l'action, on met storyboard ici et l'action juste là. On passe au troisième booster, la Sisu, et on va avoir une rare avec la chandelle du miracle. Décidément, on va peut-être faire un deck Madrigal, hein, me direz-vous. Et on a une super rare avec le Flynn Rider qui est
un très très bon l'horreur les amis, ça c'est très good, ça c'est très très good. Et on a une commune avec Megara. Alors ça pour moi c'est un banger, ça c'est sûr et certain. Si votre adversaire ne gère pas ce truc là, vous ne partez pas à l'aventure avec ça, hein, bien entendu, vous le laissez. Et à côté de ça, faut vous arranger pour avoir voilà, des personnages qui sont assez costauds, des 4-7 ou des trucs comme ça. En tout cas, vous arrangez sur le truc du j'ai la force la plus forte sur le board, et grâce à ça, vous allez gagner 3 éclats de l'or à tous vos débuts de tour. Donc c'est un gros l'horreur, donc on le met bien évidemment dans les bangers. Ça peut être intéressant, c'est quand même quelque chose qui vous fait gagner du lore, mais il faut quand même 3 personnages sur le board, donc compliqué. On a un personnage, on a rempart, notre premier rempart, donc on le met dans notre pile rempart, et on a un objet, un autre personnage et une autre insaisissable. C'est plutôt pas mal. On passe au booster suivant. On a Shifu et on a la rose mystique. Et on va avoir le tuk-tuk insaisissable, et ça c'est très très bien. Et on a une légendaire foil 74, je pense que c'est Hades. Oui, c'est Hades. On a le Hades en foil, pas mal. C'est pas mal, on a une jolie carte, sauf que ça sera pas jouable en paquet scellé et en draft. Voilà un bon exemple à montrer. Vous avez beau avoir une légendaire, des fois c'est nul. Ça va être assez nul à jouer, parce que là pour 4 c'est une 3-3 qui aura 1 et qui a une capacité, bannissez l'un de vos personnages, jouez gratuitement un personnage de votre main portant le même nom que le personnage banni. En draft et en paquet scellé, on n'a pas tellement envie de se retirer nos propres persos pour éventuellement ne rien mettre derrière. Voilà, donc ça va servir absolument à rien. On a une insaisissable par contre qui est très très bien. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et les déplacer tous les deux gratuitement sur un même lieu. Ce personnage choisi gagne plus 2 en force pour le reste de ce tour. Donc ça permet d'avoir un petit anti-bet. Alors c'est plus une carte construite celle-là, mais mine de rien c'est quand même une insaisissable. Donc à mettre dans notre pile insaisissable. On va mettre le Hades dedans. Donc on a un objet, on a un personnage, on a un autre personnage, on a un objet, encore une fois on a un lieu. On a un objet ici, on a une insaisissable qui l'or à 2, les amis, ça pour 5. Si on arrive à avoir quand même le petit Pégase, ça serait le top, mais on verra. Et enfin le Hades. On a Eureka, et ensuite on va avoir une rare avec Il me reste un espoir, et on a une, je me suis fait spoiler, ce n'est pas une carte enchantée. On a une rare avec la harpe magique, et on a le Zeus. Alors là, on a une carte qui donne résistance plus 2 à l'un de nos personnages, et si c'est un héros, et ben, il va pouvoir défier les personnages redressés pour le reste de ce tour. C'est bien, mais c'est pas non plus foufou. Et on a ici pour une 1-4 qui l'aura 2 à la fin de votre tour. Si vous n'avez pas joué de chanson durant ce tour, bannissez ce personnage. Et ça, par contre, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Potentiellement, on peut aller chercher la force d'un croco ou d'un chien de peau, chose comme ça, et lui mettre dessus. C'est un gars qui a besoin de soutien, quoi. Voilà. Il a 0, c'est une 0,5, il a 0 en force, ça va être un bon l'horreur, il va l'horreur à 2, mais voilà, il va rien pouvoir gérer, quoi. Donc c'est un peu embêtant. C'est pas non plus un banger. On va mettre les personnages, la charge ici. On a le Jack. On a le Jack qui est plutôt good. On a un bon l'horreur, ok. On a un personnage insaisissable, on peut le considérer comme un personnage insaisissable vu qu'il a insaisissable uniquement pendant votre tour. C'est intéressant, mais il faut avoir la Ursula à côté, donc on va le mettre là. On a la petite chanson et on a le petit personnage juste ici. Et enfin, le dernier booster. Et on commence avec Mulan en légendaire. Et ça, c'est bien, me diriez-vous. C'est très très bien. Ça, c'est une très très bonne carte. Maintenant, il faudrait vérifier si on n'a pas une petite Mulan derrière, parce que ça serait quand même plus intéressant. Mais c'est une très très bonne carte. Et ensuite, on a une légendaire, forcément. Et ça sera la Cendrillon
très très bien comme booster, mais ma foi, c'est quand même assez costaud comme booster, hein, vous trouvez pas? C'est pas trop joué celle-ci, enfin chaque fois que ce personnage chante une chanson, vos autres personnages princesses gagnent +1 en lore pour le reste de ce tour. Vous allez le prendre parce que c'est un personnage qui est 1-5, qu'il aura 2, pardon, mais vous allez pas chanter beaucoup de chansons dans le draft et pas scellé, donc voilà, c'est pas terrible. Et on a le contrat signé juste derrière. Alors, on a du coup un banger, ça c'est sûr et certain. Celle-ci j'hésite. Non, je le mettrai là parce que c'est pas non plus un très très gros truc. Ensuite on a ceci, ouais. On a une chanson, on a le Big Ben, on a Arges, on a signé contrat, on a Offensif +2 et on a une autre chanson. Alors maintenant qu'on a fait ce tri, on va mettre ça de côté. Hop. Voilà. On va bien entendu ajouter ces cartes-là à notre deck, ça c'est sûr. Et notre deck, on va le mettre juste là. Ouais, on va le mettre juste là, dans le coin. On ajoute bien évidemment toutes les cartes insaisissables, pardon. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre les cartes de personnages qui lore à 2 ou qui sont des piocheurs ou des anti-bêtes. Ceux qui lore à 2, on a celui-ci, on a celui-ci. Donc ici on a tous les personnages qui lore à 2 et plus. On va peut-être pas forcément tous les mettre dans le deck, mais mine de rien, on les a classés. Maintenant, les personnages qui piochent. Et pour terminer, les personnages anti-bêtes. Alors là, on va ajouter directement dans les personnages anti-bêtes les personnages qui ont charge, parce que c'est des personnages que vous allez jouer et pouvoir taper directement les personnages adverses. On a un offensif +2 qui est intéressant aussi pour taper. On a un autre offensif +2 et voilà. C'est tout. Donc on met ces 3 piles sur le côté, donc l'horreur, le piocheur et l'anti-bête. Maintenant, on va regarder dans nos cartes actions et dans nos cartes objets si on n'a pas les mêmes types de cartes. Très bien pour un anti-bête également. Chaque adversaire peut défausser une carte de sa main ou faire piocher, donc on va le mettre dans le truc de la pioche au cas où. Ça non. Et on a un anti-bête également ici. Donc on a fait le tour au niveau des cartes objets, des cartes actions, et on va jeter un coup d'œil sur nos lieux, et on a aussi la crique cachée qui va vous permettre de booster vos personnages avec +1/+1, donc c'est plutôt intéressant. On va mettre ça également de côté. Donc maintenant qu'on a fait un tri, on peut laisser de côté ces cartes-là de notre réserve. On a quand même pas mal de cartes ici intéressantes. On peut ajouter le rempart dans notre deck maintenant. Je pense que la rempart 4-7 ça va nous aider. Maintenant on va se repencher sur les cartes personnages qui sont intéressants au niveau de la pioche, du lore et de l'anti-bête. Donc on va faire un dernier tri là-dessus. Vous les classez tout simplement en très bien et moins bien. Voilà, comme ça vous avez juste 2 piles, les meilleures cartes que vous avez de personnages qui lore un max qui seront là et que vous ajouterez dans votre deck juste après. Donc maintenant on prend les meilleures cartes piocheurs. Ça c'est bien. Chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez piocher une carte. Ça va être bof bof. Ça c'est bien. Et ça c'est bof. Et enfin, pour les anti-bêtes, les 2 charges, bien évidemment, on les ajoute. Ouais, un peu moins bien celle-là. Donc maintenant qu'on a fait un écrémage au niveau du coup de nos personnages, de tous nos personnages, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes qu'on ajoute directement dans notre deck. Et on va pouvoir attaquer maintenant les cartes actions et objets et faire le même travail du coup de tri. Ça c'est intéressant et ça peut être assez intéressant également. Donc on n'a pas réellement de cartes non intéressantes là-dedans. On a ça qui est bien pour piocher, ça c'est très bien pour piocher, et ça c'est un peu moins bien effectivement vu qu'on n'est pas dans des decks construits. Ça c'est très bien, ça c'est un peu moins bien, ça c'est bien, ça c'est
Oui, c'est bien. Ça c'est bien aussi. Ça c'est moyen. Ça c'est moyen. Ça c'est bien. Et ça c'est moyen. Ok, on va mettre ça de côté. Maintenant qu'on a fait encore un travail de tri, eh bien on va pouvoir ajouter toutes ces cartes-là dans notre deck. Hop, et on va aussi faire un tri au niveau des lieux. Voilà, les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants, donc je vais les mettre également dans le deck. Mais maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de compter les cartes que l'on a au totalité dans notre deck. Et 38 et 39 cartes. J'ai 39 cartes dans le deck actuellement. Donc il faut en rajouter une. Pour ça, on va checker dans les personnages parce que c'est avec les personnages qu'on gagne à l'Orcana et dans les drafts et paquets scellés. Surtout dans les drafts et paquets scellés. Donc on va checker voilà là-dedans. On va essayer d'aller chercher une carte qui est intéressante qu'on a dû retirer mais qui malgré tout c'est pas mal à jouer. En vrai ça peut être sympa. C'est ça aussi, hein, c'est quand même une bonne carte aussi. Je pense que ça va se jouer entre les deux. Soit un truc qui gère la force de vos personnages adverses, ou soit un truc qui tape à 4-5. Je pense que le mieux, c'est de prendre l'anti-bet. Lui, c'est le personnage qui va vous aider à faire un clean au niveau du board. Et voilà, maintenant, on a notre deck. On va voir un truc très intéressant et qu'il faut faire à chaque fois maintenant. On a notre deck, c'est de regarder la mana curve. Et la mana curve, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait de mettre vos cartes comme ceci et de placer toutes les cartes qui vaut 1, toutes les cartes qui vaut 2, toutes les cartes qui vaut 3, 4, 5, 6 et plus pour voir un petit peu quelle est la courbe d'encre de votre deck. Donc on devrait appeler ça plutôt la ink curve. C'est ce qui va vous permettre de voir si votre deck a une bonne sortie, on va dire, pas mal de tours 1, pas mal de tours 2, pas mal de tours 3 pour commencer, et ensuite avoir le moins possible de cartes qui vaut 5 et plus, parce que c'est assez difficile à jouer. Si vous avez dans votre main de départ que des cartes qui coûtent 5, ça va pas le faire. Hein, ça va pas le faire. Et donc voilà, je vous ai épargné un petit peu le temps d'attendre pour mettre tout ça. Voilà notre ink curve. Qu'on peut remarquer, c'est que l'ink curve fait bien une courbe comme ça, montante sur les 2 et 3, et ensuite commence progressivement à baisser. Ça montre typiquement que votre deck il est en bonne santé. Voilà, vous allez avoir pas mal de tours 3, vous allez avoir pas mal de tours 2, vous allez avoir pas mal de tours 4 également. C'est essentiellement les cartes que vous allez le plus jouer dans votre deck de paquets scellés. Et si vous avez ça, si vous avez cette forme de ink curve, tout se passera bien, vous aurez un bon deck. Et ensuite, comme vous l'avez remarqué, on a eu quand même pas mal de chance au niveau des légendaires, et donc du coup, on a quand même des personnages assez costauds. Quand on voit aussi ce travail de d'ink curve, on peut observer nos cartes ancrables et non ancrables, donc ça nous permet de voir si notre deck est bien, s'il tient la route en termes de non ancrables. Là je vois que j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai 7 cartes sur 40 qui sont non ancrables, donc c'est très 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 bien. Je pense que c'est un peu moins d'un quart du deck, donc c'est très raisonnable. Et c'est tout, voilà, on a découvert comment drafter et comment faire un paquet scellé. Quelle technique utiliser. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner en mettant la petite cloche et tout. Ça fait du bien, ça soutient la chaîne, ça me soutient énormément. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.